Bonjour Sophie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, mon autre invitation, parce que je t'avais déjà reçu lors d'un précédent podcast. Est-ce que tu pourrais peut-être te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Oui, bien sûr. Déjà, merci beaucoup, Claire-Vie, de me réinviter sur ton super podcast que j'ai le délice d'écouter, pas à chaque épisode, parce que parfois, j'avoue que je suis fatiguée le soir, parce que c'est le moment où j'écoute les podcasts, et j'arrive pas forcément au bout des podcasts que j'écoute. Mais j'aime beaucoup les sujets que tu abordes avec tes invités. C'est super d'avoir continué ce travail, le podcast numéro 100 je crois, la semaine dernière ou la semaine d'avant. Donc bravo à toi et puis bah merci du coup, je suis ravie d'être là de nouveau. Alors je ne me souviens plus comment je m'étais présentée la dernière fois, mais je crois que j'étais partie sur le côté soleil-lune parce pour faire référence à ton podcast justement. Et bah du coup aujourd'hui je vais peut-être faire une présentation plus classique, on va dire, de ce que je fais dans ce monde. Donc voilà, moi je m'appelle Sophie Liseret, je suis praticienne et prof de yoga, de méditation, de Reiki, c'est une technique énergétique, et de chamanisme. Donc je pratique et j'enseigne toutes ces belles choses. Et puis je suis aussi entrepreneur dans le monde du bio et je suis auteure-illustratrice. Voilà, et c'est un petit peu de tout ça qu'on va parler aujourd'hui avec toi. D'accord, justement, je voulais t'inviter parce que j'ai vu que tu avais sorti ton livre. Je le montre pour les personnes qui regarderont la vidéo. Ton livre Dancing Devas. Est-ce que tu pourrais, je le prononce peut-être pas très bien, est-ce que tu pourrais peut-être le Superbe. présenter et nous parler un petit peu de la jeunesse de ce livre? Qu'est-ce qui t'a donné envie de l'écrire? Alors moi, pourquoi j'ai eu envie d'écrire donc Dancing Devas, que j'ai aussi ici. Donc c'est mon troisième livre et c'est le premier qui est réellement pour les enfants. En fait, les deux autres qui sont également ici, avec des dessins, sont lus par les enfants, je sais bien, mais n'étaient pas spécifiquement destinés à des enfants. Donc vraiment, Dancing Devas, c'était spécifiquement un livre pour les enfants. Et moi, j'avais envie, dans ce livre, de présenter une héroïne qui, ben, bon, me ressemble un peu, c'est sûr, mais qui pourrait être comme... C'était pas pour me dessiner spécialement, mais c'était parce que moi, enfant, j'ai grandi et j'ai lu des livres qui mettaient que en scène, quasiment toujours, des héroïnes avec les cheveux lisses, la peau blanche, les couleurs claires, en fait. Et moi, une partie de mes lignées ancestrales, une partie de mon héritage vient d'Asie du Sud-Est, vient d'Asie. L'autre partie vient de la France. Et du coup, pour moi, c'était peut-être un peu bizarre, je trouvais bizarre de grandir comme ça, de ne pas me retrouver dans les livres que je lisais, en fait. Et je pensais que c'était la norme, jusqu'à ce qu'un jour, je lise un livre. Une de mes voisines écrivait des livres. Elle écrit toujours d'ailleurs des livres. Ce n'est plus ma voisine, mais elle écrit toujours des livres. Elle s'appelle Ming Fong Ho et elle avait écrit un livre qui s'appelle Sing to the Dawn, dans lequel elle met en scène des enfants en Thaïlande et elle me l'a offert. J'étais en école primaire, je sais plus quel âge j'avais, je pouvais lire. Et c'était comme une révélation, que on avait des livres pour des enfants qui n'étaient pas juste blancs avec des yeux clairs et des cheveux lisses en fait, puisque je me reconnaissais pas forcément dans le physique de ces filles, dans ces histoires, même si on peut se reconnaître dans les histoires qu'on vit. Je ne me reconnaissais pas spécialement physiquement dans ces livres et où je me reconnaissais dans ma partie européenne mais pas dans ma partie asiatique en fait. Et donc il y avait cette idée. Et donc je veux vraiment dans les livres pour enfants que je fais, qui sont vraiment pour les enfants, d'offrir ça, d'offrir cette possibilité à des enfants qui ne se retrouvent pas forcément dans les livres qui existent, de pouvoir se retrouver dans les livres que je crée et du coup encore une fois, dans le graphisme des personnages dans le livre, l'héroïne a une peau brune, mais les autres héros dans le livre ou les autres personnages ont une peau de toutes les couleurs, enfin toutes les couleurs de peau, quoi. Et c'est vraiment un choix de faire ça. Et c'est une des choses qui m'a donné envie de faire ce livre. Bien sûr, j'ai aussi envie de créer un livre pour enfants où je dessine, où j'écris spécialement pour les enfants, par rapport aux autres livres qui ne sont pas spécialement uniquement pour les enfants. Euh,
et voilà, et de lier plein de choses dedans qui moi, me parlent qui m'enchantent. D'accord. Et tu pourrais nous raconter un petit peu plus justement les choses qui te parlent parce que tu nous parlais de l'Asie du Sud-Est. L'histoire se passe justement dans cette partie-là où tu nous présentes vraiment très bien la mythologie de l'Asie du Sud-Est qui est pas forcément très bien connue en France. Qu'est-ce qui t'a donné à nouveau aussi envie d'explorer un petit peu plus? Est-ce que c'est quelque chose que tu connaissais déjà auparavant? Est-ce que tu as fait quelques recherches particulières pour ce livre? Alors, pour le livre, est-ce que j'ai fait des recherches particulières? Oui. Est-ce que j'ai travaillé dans ce domaine? Oui. Est-ce que... Enfin, alors, je vais commencer tout simplement. Alors, moi, ma première formation et mon tout premier métier était d'être paysagiste. Et j'ai eu la chance de travailler sur de nombreux projets dans le patrimoine historique en Europe, mais aussi en Asie, notamment au Cambodge. Et donc, beaucoup de recherches se sont effectuées dans le cadre de mon travail, en fin de compte. Enfin, je n'étais pas en train de faire la recherche pour mon livre pendant mon travail, on entend bien, mais le fait de travailler sur le patrimoine historique, notamment de la région d'Angkor, au Cambodge, a clairement alimenté cette envie de partager tout ça. Parce que je crois que dans beaucoup de choses que je fais, même dans les choses que j'offre actuellement, il y a toujours le côté de la pratique, mais il y a toujours le côté de transmission, en fait, de transmettre ce que j'ai envie de partager, ce que j'aime pratiquer, j'ai envie de le partager. Et ce livre, ça représente aussi ça, cette envie, cet amour pour cette architecture, pour l'art, pour la mythologie traditionnelle, que ce soit de cette région, d'autres régions dans le monde, bien sûr, d'autres régions de mes propres racines, donc en Europe, où toi et moi, on partage certainement au moins ces racines-là, euh, et d'envie de partager ça. Donc, il y a eu de la recherche, énormément de recherche iconographique. J'ai ressorti plein de vieilles photos que j'avais prises parce que beaucoup du travail a été fait autour de la pandémie, donc pas de voyage ou très 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 peu. Donc j'ai ressorti de nombreuses photos que j'avais moi dans mes archives euh, dans tous les voyages que j'ai effectués dans la région d'Asie. Donc il y a évidemment le Cambodge, où j'ai énormément de photos puisque j'y ai travaillé, mais aussi il y a l'Indonésie, notamment l'île de Java ou l'île de Bali, qui ont aussi influencé l'iconographie dans Dancing Devas. Il y a aussi les temples en Thaïlande ou au Laos et dans le sud du Vietnam notamment, et donc toute l'architecture et les mythes de cette région ont contribué à ce travail. Donc oui, j'ai énormément de dossiers sur mon ordinateur qui sont nommés sculpture ou apsara ou géant ou enfin, vraiment village, maison, paysage, enfin, vraiment, il y en a vraiment vraiment beaucoup. Et le, 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 le dossier du livre, c'est un de tout ça. Donc oui, il y a énormément de recherches, au moins iconographiques, historiques, qui est dessus. Et il a été relu également par des historiens d'art euh, pour, euh, pour que je me trompe pas. Et une des historiennes qui m'a dit, bon, le naga, c'est un personnage féminin. Donc c'est en anglais, donc j'ai remis au féminin, en fait, pour le naga. Non, dans la traduction en français que j'aurai l'occasion de lire pour tes auditeurs et pour tes spectateurs. Je vais utiliser le parce qu'on dit le naga, mais en tout cas c'est intéressant de savoir que c'est en fait une créature qui est considérée comme féminine. Et, c'est le serpent, le naga, le serpent mythologique. D'accord. Ouais. Et peut-être tu aurais une histoire de cette mythologie ou des personnages qui t'ont particulièrement inspiré ou qui t'ont particulièrement marqué, peut-être que tu n'as pas mis dans ce livre, vu que Ah, il y a beaucoup de dossiers. oui. Alors évidemment, tous ces mythes qu'on rencontre en Asie du Sud-Est, ils viennent souvent d'Inde en fait. C'est toute cette région d'Asie du Sud-Est qui était indianisée et sinisée. Enfin, donc là, on a l'influence ici dans cette région de l'Inde, de la Chine et puis évidemment de toutes les cultures qui existent localement. Enfin, les groupes qui existaient avant les grandes migrations de l'Inde ou de la Chine. Donc les histoires dans Dancing Devas et les mythes qui sont évoqués dedans viennent d'Inde.
Et j'évoque plusieurs personnages, trois essentiellement en fait, dans cette histoire. Il y a les géants qui se divisent dans les méchants, qu'on appelle les Asuras, et les gentils, qu'on appelle les Devas. Donc il y a les géants. Il y a les Nagas, ces serpents mythiques dont on parlait il y a quelques instants. Et il y a les Apsaras, qui sont les danseuses célestes, peut-être un peu comme les Valkyries dans le panthéon nordique, même si c'est très très différent, mais on a cette histoire de ces, comme des fées en fait, on peut dire, si on fait une histoire pour enfants, je les ai présentées un peu comme des fées dans l'histoire, puisque on aime les fées, et, donc voilà. Donc j'ai choisi ces trois personnages. Évidemment, il y en a plein, plein, plein d'autres. Je crois que j'aime beaucoup quand ce sont des croisements d'animaux, par exemple. J'aime beaucoup ce naga qui a énormément d'histoire avec lui. Et, euh, et peut-être l'histoire que je mets un petit peu en scène dans le livre, lorsque au début les géants et les géants se battent. Il y a ce dessin où les géants se réveillent et puis ils, euh, ils se battent. Eh bien, dans cette scène, par exemple, je suis directement inspirée du barattage, de l'histoire du barattage de la mer de lait. Et l'histoire du barattage de la mer de lait, donc baratter pour secouer le lait, souvent on baratte le lait pour faire du beurre, par exemple. Donc l'idée, c'est que il y a très 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 longtemps, il y avait cette mer de lait, et dans cette mer de lait, il y avait plein d'objets magiques, plein de trésors qui étaient dans cette mer de lait. Mais comment les trouver dans la mer de lait? Il y avait notamment l'élixir de la vie. Et tout le monde le voulait, cet élixir de la vie, parce que si je ne me trompe pas, ça donne une vie immortelle qui est censée être ce que tout le monde veut. Et alors, c'est là que les géants, donc les Asuras, qui sont les méchants, entre guillemets, et les Devas, qui sont les gentils, entre guillemets, et ben finalement, ils se mettent d'accord ce jour-là. Généralement, dans toutes les histoires, ils se battent. Et là, ce jour-là, pour cette histoire pour récupérer cet élixir que tout le monde veut, et ben ils se sont mis d'accord. On va travailler ensemble. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont, avec l'accord bien sûr du Naga, le serpent, et le Naga a donné son accord qu'on utilise son corps, donc ce corps de serpent, comme une corde en fait. Et cette corde qui s'enroule autour de cet axe, et cet axe qui se pose sur la tortue. Et du coup, ils tirent de chaque côté, et en tirant euh, euh, des fois d'un côté, des fois de l'autre, donc les Asuras d'un côté, les Devas de l'autre, et ben ça baratte le lait, ça secoue tout ça, et à force de secouer, ça crée une grosse spirale, j'imagine, qui fait monter tous les trésors, dont l'élixir magique que tout le monde voulait. Et la suite de l'histoire, c'est qu'il y a soit les géants, soit les Devas, soit les Asuras qui l'ont attrapé, je ne sais plus exactement, et ben les autres n'étaient pas contents, et ils se sont battus de nouveau. Et donc c'est une histoire qui est chouette et qui permet de travailler toutes les émotions sur le visage, d'être grand, de faire peur, de vraiment toutes ces caractéristiques de géant, qu'on soit Asura ou Deva. Et donc, par exemple, dans ce dessin-là, c'est vraiment ça. On voit le naga qui se fait arracher les cheveux. Si elle a des cheveux. Et donc ça devient une scène complètement hystérique dans le livre directement. Et mon inspiration, c'est pas forcément très clair, mais mon inspiration à moi, c'est cette histoire du barattage de la mer de lait. Ouais. D'accord, merci. Et tu nous parlais des illustrations qui sont vraiment très riches, très colorées, de toutes tes recherches que tu as faites. Moi, j'avais envie de savoir un petit peu quel était ton processus d'écriture. J'ai l'impression que c'est un livre qui traîne dans tes tiroirs depuis un petit moment. Ça s'est passé comment? Tu as écrit d'un coup l'histoire, tu l'as laissé décanter longtemps, tu as beaucoup retravaillé. Tu pourrais nous parler un petit peu de tout ce processus? Oui, bien sûr, bien sûr. Donc c'est un travail qui s'est mis sur plusieurs années. Souvent, les livres, c'est comme ça. Enfin, je crois que toi, tu es beaucoup plus efficace. Mais, mais, en ce qui concerne Dancing Devas, en tout cas, c'était un peu plus long que ton dernier livre. Et, euh, ben, le déclic, c'était l'idée de faire ce livre. Et ensuite, à partir de ce déclic,
Je travaille de plein de façons différentes et c'est vraiment pas linéaire du tout. Je vais avoir des moments où je suis en recherche active de photos, d'images, je vais chercher à quoi je veux faire ressembler mon héroïne, ce qu'elle va porter, vont être ses cheveux, etc. J'ai fait des recherches pour le héros, le Zazu, la sauterelle qui l'accompagne, euh, comment j'ai choisi la sauterelle, comment la dessiner, tout ça. Donc il y a toutes ces recherches qui sont très dans des livres, dans des photos d'ordinateur, dans des voyages, ou les anciens voyages par exemple. Mais il y a aussi tout le côté décantation. Et je pense que c'est un peu la sauce magique pour la création, en tout cas pour moi, c'est que je vais laisser de côté les choses, je vais aller boire un thé, ou deux, ou trois, je vais aller marcher, je vais m'inspirer de mes rêves et aussi de voyages chamaniques que je vais faire. Et c'est tout ça qui va nourrir le graphisme, qui va nourrir l'histoire déjà, oui, et surtout, c'est comment je fais les mises en page, comment il y a les lignes qui vont d'une page à l'autre et comment les choses sont fluides, ce que je vais mettre en fond, ce que je vais mettre à l'avant, la perspective que je vais adopter. Il y a beaucoup de côté rêve en fait, il y a beaucoup de côté voyage chamanique pour la création artistique en tout cas. Euh, il y a aussi beaucoup de réflexions. Par exemple, j'ai repris le début et la fin de l'histoire et c'était sur une idée. Je me suis dit, bon, je vais faire partir la fille, l'héroïne de l'histoire, du monde moderne en fait. Donc, Vida, elle habite une maison euh, euh, moderne, peut-être dans la campagne en Europe, ou à la campagne, ou dans la banlieue, ou quelque chose comme ça en Europe, en Amérique du Nord, ou dans un pays moderne où on a une maison, on a des aires de jeu. Et, et elle se fait transporter dans cette jungle, dans cette forêt magique qui se situe en Asie du Sud-Est. Donc c'est le changement. Au début, j'avais tout créé en Asie du Sud-Est, mais je voulais l'insérer parce que j'avais envie que l'histoire parle aux enfants, tout comme je voulais qu'elle parle aux enfants qui, comme moi, enfants, ne se reconnaissaient pas dans les histoires. Et bah pareil, je voulais pas recréer un autre problème en me disant, bah du coup, c'est que pour les fillettes qui habitent dans des maisons sur pilotis. Non, c'est pour des enfants qui vivent aussi partout dans le monde, qui vivent dans des maisons modernes, comme on dit, et qui peuvent aussi accéder à cette histoire. Donc j'ai changé le début et la fin, par exemple. Pour l'insérer dans cette lecture, quoi. Euh, donc voilà le processus. Après, il y a beaucoup d'expérimentation, notamment artistique. J'avais une table dédiée à- au bazar pour créer les couleurs, créer les textures. Ouais, c'était très expérimental pour faire la couleur aussi. Et tu parlais du Zazu de la sauterelle. Est-ce que c'est vrai qu'elle tient un rôle important dans ce livre? Et est-ce que tu pourrais nous parler aussi de son rôle? Parce qu'il y a un autre thème qui se décline en filigrane de ce livre, en plus de la mythologie de l'Asie du Sud-Est, qui est celui de l'animal totem. Euh, D'abord, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que c'est un animal totem et est-ce que tout le monde en a un? Est-ce que voilà, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ce sujet? Oui, alors c'est vrai que Dancing Devas, donc c'est un livre qui présente, qui met en vie, qui donne vie au mythe, à l'art et l'architecture de l'Asie du Sud-Est. Et c'est aussi en filigrane un conte chamanique dans lequel il y a un animal totem qui s'appelle Zazu, qui est la sauterelle qui vient accompagner l'héroïne Vida et qui l'amène dans ces mondes ailleurs en fait. Un animal totem, on dit toujours qu'à sa propre naissance, à la naissance de chacun d'entre nous, il y a un ou plusieurs, souvent plusieurs, animaux totems qui se portent volontaires pour nous suivre dans la vie, pour nous guider, pour nous accompagner, pour marcher avec nous dans cette vie que l'on sache ou qu'on ne le sache pas, c'est l'idée derrière l'animal totem. Et donc on en a tous, tant qu'on est en vie, on a tous un accompagnement, au moins un, et souvent plusieurs, qui marchent avec nous et qui nous guident. Et dans l'histoire de Dancing Devas, c'est Zazu qui vient frapper à la fenêtre un petit peu et qui appelle Vida à venir découvrir ce monde ailleurs qui peut être
aussi vu comme les mondes non ordinaires du voyage chamanique. Et une question plus personnelle, tu pourrais nous raconter ta rencontre avec ton animal totem quand tu l'as... Est-ce que c'était toute petite aussi, et comme Vida que tu l'as connue, ou alors ça s'est fait un peu plus tard? Alors, je crois que je raconte l'histoire de ma rencontre formelle avec mon animal totem dans ton livre, dans un des témoignages que tu as invité les gens à proposer, dans ton livre Tapis volant, et j'en parle là-dedans. C'est mon partage pour ton livre. Donc, c'est ma rencontre formelle avec l'animal totem. Où j'avais choisi de rencontrer une chamane qui allait en gros m'apprendre à faire un voyage chamanique et à rencontrer moi-même mon propre animal totem. Et, euh, et donc au début, le tambour commence, ça peut être des choses assez, à la fois très impressionnantes et à la fois très simples en fait. Et donc moi j'étais excitée, j'avais cette anticipation de faire la rencontre du siècle en tout cas, ou de ma vie en tout cas, à ce moment-là. Donc j'étais super excitée et puis j'avais peur, enfin, c'était quelque chose de nouveau en fait. Et du coup elle commence à jouer son gros tambour donc, je suis ses indications, il faut descendre dans le monde du bas ou aller dans le monde du haut. Et je suis le tambour, et très 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 vite, l'animal totem est apparu. Je suis, attends, mon gars, je suis pas encore partie, je suis à peine partie, je suis pas arrivée. La dame, elle a dit qu'il fallait que j'aille plus loin, donc ça doit pas être ça encore. Et elle est là, elle joue pour moi, et moi je suis là, bon, faut que j'arrive, faut que je continue, faut que je continue. Et hop, il y a l'animal totem qui réapparaît derrière une racine. Je suis là, non mais j'y suis toujours pas, je suis encore en train de descendre, je suis pas. Et donc je dis, ouais, j'y vais, et je continue de descendre dans le monde du bas, le monde inférieur, et il n'arrête pas d'apparaître en fait. Et bon, au bout d'un moment, je me suis dit, bon bah, il paraît, quand il apparaît beaucoup, que ça doit être celui-là. Donc je me suis dit, bon bah, te voilà. Et en fait, il était tellement près, tellement proche, hein, et tellement en même temps prêt à être là. Il était tellement proche et tellement prêt à être là que c'était vraiment très émouvant de voir qu'en fait, il avait été là tout le temps, et que c'était seulement ce jour-là où j'avais fait le choix d'aller à sa rencontre que il était euh, presque tellement heureux de se manifester qu'il n'a pas attendu. Il n'a pas attendu que je fasse tout dans les règles. Et donc il m'a apparu tout de suite là, et puis là, et puis là, jusqu'à ce que je décide que non mais oui. Et au lieu de résister, j'ai senti mon cœur fondre en fait, et se dire bah c'est ça, on rentre dans ce flow, dans cette immersion, et on accepte en fait. Et c'était vraiment cette grande paix qu'amène l'acceptation de plein de choses, mais là cette acceptation de bah, j'accepte, je lâche mon envie d'essayer de faire de façon qu'on m'a dit, j'avais rencontré pour la première fois, ou pas pour la première fois, mais en tout cas j'avais rencontré formellement mon premier animal totem. Et après, j'étais super excitée, donc je faisais tout moi-même, j'allais le rencontrer, tout ça. Et un jour, je rencontre le deuxième. Alors, c'était une totalement autre histoire que je relate aussi dans ton livre pour donner un peu ces deux expériences. Et aussi en partageant que chaque expérience est différente. Ma caméra s'endort quand je parle trop, je crois. Et donc, pour donner une autre rencontre, en fait, d'Animal Totem. Et là, c'était pareil, j'allais dans le monde du bas, j'avais pas demandé de rencontrer quoi que ce soit, je ne sais même plus ce que je demandais particulièrement ce jour-là. Et il m'apparaît là. C'était autre chose que derrière une racine à une certaine distance. Il m'est apparu là, et puis c'était autre chose qu'un animal super mignon, etc. C'était un animal plutôt féroce, quoi, qui m'est apparu là. Je sentais son souffle contre mon souffle. J'avais le souffle coupé j'étais choquée parce que j'avais rien demandé de le rencontrer. Il s'est mis devant moi parce que c'était le moment. Il était temps que je rencontre cette autre force en fait, qui n'était plus genre les bisounours. C'était bon, allez, maintenant on va travailler, tu vas travailler avec moi. Et donc c'était une complètement autre force. C'était absolument terrifiante. Je suis ressortie comme si j'avais été sous l'eau. Et donc je suis ressortie du voyage chamanique en ouvrant les yeux. Tout de suite, je suis sortie de cette chose-là
en me disant, comme si je me réveillais d'un cauchemar en fait. J'étais, oh là là, qu'est-ce que c'était que ça mais bon, en même temps, j'étais curieuse. Donc j'y suis retournée et je l'ai re-rencontré et puis on s'est apprivoisé dans les deux sens, je pense. Et aujourd'hui, c'est une belle histoire qui continue, comme on dit. Et je travaille toujours avec ces deux. C'est les deux principaux animaux totems qui vont être un peu comme ce qu'on appelle tous les jours, ce qu'on a sur, comme on dit, quand on a juste un icône sur son téléphone pour appeler la personne. Ça va être ces deux personnes. En anglais, on dit speed dial, mais en français, je sais plus. Je sais pas, Et le numéro d'urgence, je sais pas. ouais, oui, alors urgence peut-être pas, mais c'est vraiment les numéros qu'on appelle souvent, quoi. Ça va toujours être ces deux animaux-là. Et évidemment, il y a plein d'autres spécialistes qui viennent travailler pour plein d'autres choses, mais ça va être mes référents. C'est ces deux animaux totems, donc ils m'accompagnent toujours depuis notre première rencontre que je savais pas, et puis notre première rencontre où je les ai vraiment rencontrés. Et du coup, ils se manifestent comment quand, enfin, dans la vie de tous les jours, tu leur parles, ils t'aident à prendre des décisions, tu leur poses des questions, ou alors c'est plus leur énergie qu'ils te partagent? Eh bien, je vais dire qu'il y a toutes les choses que tu as dit, en fait. Ils vont avoir l'énergie qu'ils partagent, et puis il y aura évidemment toutes les questions que je vais aller poser, que ce soit pour moi personnellement, ou quand je travaille pour des personnes qui viennent avec leur propre quête. Je vais aller rencontrer, moi, mes animaux totems en leur posant la question, bon, ben voilà, il ou elle a cette question sur laquelle travailler, à ces choses-là qui se passent dans la vie, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire. Et c'est eux qui vont pas forcément faire le travail, mais ils vont être les messagers. Ils vont me dire, bon, bah tu vas aller par là, je dis n'importe quoi, tu vas aller dans la maison des ancêtres, enfin, bon, bref. Et c'est là que va se faire le travail. Et ensuite, quelqu'un d'autre prendra le relais. Ce sera pas forcément ces deux animaux totems qui vont faire tout le travail, mais ce sont mes points de contact, ça va être, ce sont mes messagers. Je trouve que c'est ouais, point de contact, ambassadeur, c'est vraiment eux qui vont m'aider à travailler sur, qui vont m'aiguiller sur quoi travailler spécifiquement quand je fais une session pour quelqu'un d'autre. Et puis si c'est pour moi, ben ouais, ils seront peut-être plus présents, mais ils vont aussi m'aiguiller. Il faut que tu ailles parler euh, faut que tu ailles dans cette grotte et que tu auras les réponses dans cette grotte, etc. Donc, mais c'est eux qui vont m'aiguiller en fait. Et ça va être, ouais, c'est les guides quoi. Comme si on va découvrir une ville qu'on ne connaît pas, ben on va peut-être soit acheter un guide, un livre, soit on va rencontrer quelqu'un qui peut nous guider. Enfin, voilà, c'est un peu comme ça qu'on peut les voir en plus de plein d'autres choses, bien sûr, mais en tout cas, on peut les voir en tout cas comme des guides qui viennent aiguiller le travail que je fais pour moi, que je fais pour les autres. Euh, donc voilà, c'est comme ça qu'ils se manifestent. Après, ils ont tous les deux des énergies différentes, donc je te remercie pour cette question. Des énergies très différentes. D'ailleurs, je pense que ces deux animaux, si on les met réellement dans un enclos, je pense qu'ils ne durent pas très longtemps. Enfin, il y en a un qui se fait manger par l'autre, probablement assez rapidement. Enfin, s'il a faim, évidemment. Mais je pense que je suis pas sûre qu'ils s'entendent spécifiquement. Mais mais en tout cas, donc oui, ils ont ces deux énergies différentes et je pense que on peut, ouais, ce sont deux grands aspects du chemin de bien-être, je pense, deux sortes d'énergie, on peut les voir comme ça, sur le chemin du bien-être avec lesquels moi je travaille. Et donc voilà, de toute façon, c'est comme ça qu'ils se manifestent. D'accord. Et pour les personnes qui n'ont pas encore rencontré leur animal totem, tu proposerais quoi? Ça serait de faire un voyage chamanique? Ça serait peut-être complètement autre chose? Ou comme peut-être l'héroïne de ton livre, simplement se laisser balader dans ses pensées? Tu aurais des petits conseils pour ces personnes-là? Oui, alors ce que je peux partager, c'est qu'on peut rencontrer son animal totem
dans le rêve, par exemple dans un rêve éveillé ou dans un rêve endormi. On peut le rencontrer soi-même dans sa propre pratique de la vie, je veux dire. On sort, on observe les choses, et puis il y a des choses qui viennent nous rencontrer tout le temps, par exemple. On peut aussi trouver que c'est bizarre, cet animal, il se manifeste toujours, que ce soit dans un livre ou en réalité, dans le ciel, enfin, on le voit toujours dans la forme des nuages, n'importe quoi. Et on peut aussi faire un voyage chamanique, et ça peut être un voyage chamanique qui est soit avec, être guidé par quelqu'un, pour le faire soi-même, ou bien on peut demander à quelqu'un de réaliser ce voyage chamanique de notre part. Donc voilà, en gros, les différentes façons de faire. Je rencontre souvent beaucoup de personnes qui aimeraient bien trouver eux-mêmes en fait, et je trouve ça absolument super. J'aime beaucoup guider ça parce que c'est vraiment, je crois, la clé pour travailler son propre pouvoir personnel. On va soi-même à la rencontre de son propre animal totem. C'était moi, ma propre expérience. D'autres vont choisir de demander à quelqu'un à qui ils font confiance de trouver un animal totem pour eux. Donc, je propose aussi le service de trouver l'animal totem, de le rencontrer pour la personne, et puis ensuite de faire la liaison, quoi, en gros. Mais j'aime beaucoup aussi guider les personnes à rencontrer eux-mêmes leur animal totem. Alors moi, je guide de façon dans le voyage chamanique, mais évidemment, on peut le rencontrer comme avec les autres méthodologies dont on a évoqué, c'est-à-dire dans la méditation simple, dans la pratique de la vie tous les jours, les signes qu'on voit. Mais moi, guider la personne à faire un voyage chamanique, à faire plusieurs voyages chamaniques, puis on va partir à la rencontre de l'animal totem, et on va le rencontrer de plein de façons différentes. Parce que la rencontre, c'est la première fois, et ensuite, on veut cultiver cette relation, et donc c'est ça la suite de la rencontre, c'est comment on cultive cette relation. Et mon accompagnement, c'est ça, c'est la rencontre, bien sûr, et aussi cultiver sa relation avec l'animal totem de différentes façons euh, après la rencontre. Voilà. Merci pour cette précision. Et est-ce que tu as d'autres livres que tu as dont tu as l'idée? Est-ce que tu as d'autres projets d'écriture? Tu sais que tu mettais beaucoup de temps dans le process créatif. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est déjà enclenché ou pour l'instant c'est encore la phase de collection? Alors, j'ai dans l'idée de créer une suite à Dancing Devas, donc peut-être de reprendre clairement les héros, donc Vida et Zazu qui sont ici sur la couverture, euh, reprendre leurs nouveaux amis qu'ils rencontrent, donc un des personnages mythologiques, et en présenter d'autres dans une deuxième histoire autour de ça. Donc ça, c'est un de mes projets. Et un autre projet, c'est de travailler aussi sur un autre livre pour enfants, plus autour du yoga, plus autour du yoga, mais toujours avec le propre texte et les illustrations. Donc, plutôt une histoire, mais qu'un manuel, je veux dire, mais, euh, mais oui, quelque chose où le dessin a une forte présence, en fait, aussi. Donc voilà, ce sont en gros mes deux projets de dessin et d'écriture qui sont dans ma tête, dans un tiroir, qui ont commencé à être ébauchés. Tant mieux. Et d'autres projets tout court, hormis l'écriture, parce que dans ta présentation, c'est vrai que tu as un très large domaine d'activité. Il y a des choses que tu as envie de développer ou des choses vers lesquelles tu as envie d'aller voir un petit peu plus. Oui, alors moi j'aimerais bien, ce que je souhaite faire en ce moment, c'est d'approfondir l'offre de suivi personnel et de travail en ligne que je propose. Euh, J'aime beaucoup animer des groupes aussi, donc il y a aussi du travail de groupe en personne, bien sûr, et j'ai trouvé là aussi la richesse dans ces suivis personnels, parce que je trouve que
quand on vient pour une session chamanique, on vient pour deux, pour trois, bah, il y a ce lien qui se crée entre la personne qui vient et moi. Et j'aime beaucoup comment se met en place cette dynamique et on voit comment le travail change la vie, change la perception de vie, change la vie de personnes qui viennent. Euh, donc, il y a ça aussi, c'est que j'aime beaucoup cette richesse de suivi où on peut être vraiment dans quelque chose de très personnel. Donc oui, il y a ça que j'aime développer, tout comme, enfin il y a ces deux choses. J'aime beaucoup l'énergie de groupe et il y a aussi ces suivis personnels que j'aime beaucoup. Et ma dernière offre, c'est un suivi personnel autour de l'animal totem qui s'appelle Animal Totem, Animal de pouvoir. Et c'est un cours qui se fait en à deux, enfin à deux, c'est un cours personnel avec moi, donc il y a la personne qui vient et moi, et on travaille sur la découverte de l'animal totem justement, et sa rencontre, et comment cultiver cette relation, et comment lui poser des questions, comment comprendre ce qu'il dit, comment recevoir des transmissions énergétiques, comment euh, recevoir des informations de manière sensorielle, comment recevoir des initiations aussi via l'animal totem et ce travail de voyage chamanique. Donc c'est vraiment ouais, c'est ma dernière offre hein, et je suis quelques personnes avec cette offre et super sympa de voir ce qui se met en place pour les personnes et c'est parfois très différent et c'est parfois inattendu. On a eu une initiation cette semaine qui était, c'était pas dans mes notes, c'était pas prévu dans le déroulement de la session et c'est ça qui a voulu arriver par exemple. Et, et voilà, et donc c'est vraiment une dynamique, c'est vraiment très très chouette pour moi, et c'est très chouette pour les personnes qui viennent, j'espère, de pouvoir avoir cette occasion de vraiment travailler en profondeur, parce que moi j'ai mon plan évidemment de ce que je vais proposer, et puis ça part en tangente si c'est ça qu'on doit faire, et j'aime ça aussi de proposer sur le vif quelque chose qui correspond vraiment à la personne qui est là, qui correspond à ce qu'elle attend aujourd'hui, ce dont elle a besoin. Ouais, il y a beaucoup de magie qui se fait dans ce genre de travail. Ouais. C'est comme pour ta propre rencontre aussi avec ton animal totem ou c'est pas forcément non plus tout tracé. Tout à fait, oui. Et c'est vrai que, oui, je te remercie de rappeler ça. Et je pense que du coup, c'est aussi la grande richesse d'être accompagné dans ce travail. Parce qu'on peut faire ça de son côté, on peut apprendre à faire un voyage chamanique. Euh, Simplement, on peut prendre un cours, juste prendre un voyage chamanique et faire son propre travail. Et avoir ce suivi personnel où on a vraiment un accompagnement, où on peut poser des questions. Quand il y a des choses qui viennent, et il y a forcément des choses qui viennent. Ouais, je vois la richesse d'avoir un mentor. J'avais un mentor et c'est vrai que c'est très très riche d'avoir quelqu'un euh, qui a marché le chemin déjà et qui continue à le marcher bien sûr, mais qui peut te dire ah ben oui écoute essaye ça ou tu vois peut-être que c'est ça et ça te donne une autre perspective. C'est euh, c'est c'est une grande richesse, une grande opportunité. Ouais. Mm, mm. Merci beaucoup, Sophie. Et peut-être pour finir, si les auditeurs ou les spectateurs veulent te retrouver, tu préfères les diriger vers où sur la toile? Alors, c'est vrai, c'est une bonne question, puisque de tout ça, eh bien, pour mon travail chamanique, je suis chamanique ou reiki, ou yoga ou méditation, je suis sur yesyogabienêtre.com en français, en anglais, je suis sur yesyogabiwell.com en anglais. Et pour mes illustrations et mes livres, dont Dancing Devas, mon site d'auteur-illustratrice, c'est fissosworld.com, donc Fisso, Fissos, world.com. C'est le monde de Sophie en verlan et en anglais.
Et c'est là qu'on trouve mes livres, les dessins, les cartoons sur lesquels j'ai travaillé il y a quelques années pour le journal au Cambodge, le Phnom Penh Post, et plein d'autres choses. Essentiellement d'auteurs et d'illustrations, bien entendu. Et pour la magie du chamanisme, c'est sur le site de yesyogabienêtre.com. D'accord. Merci beaucoup, Sophie. Puis je te souhaite une belle soirée. J'espère que tu as un beau temps aussi à Singapour. Oui, on a beau temps. En tout cas, aujourd'hui, on a eu beaucoup de pluie, hein, et puis maintenant, beaucoup de soleil. D'accord. Merci, Sophie, et à bientôt. Merci beaucoup, Claire. Merci.